Bienvenue dans ce troisième épisode du point Champiculture. Nous allons aujourd'hui parler d'un point assez peu connu, d'un jeu qui est quant à lui assez connu. Il s'agit de Super Mario Land. En fait, en 1989, la Game Boy sort. Elle a été créée par Gunpei Yokoi, qui est l'un des grands pontes de Nintendo à l'époque, qui a lui-même auparavant inventé le Game & Watch. Et donc, en plus de créer la Game Boy, il est chargé de créer un jeu de Mario pour le lancement de la Game Boy, et il va donc créer le jeu Super Mario Land, qui sortira au lancement de la Game Boy en 1989. Il s'agit aujourd'hui, donc en 2013, du troisième jeu Mario le plus vendu sur console portable, et le meilleur jeu vendu sur... Enfin, le jeu qui s'est le mieux vendu sur Game Boy, qui s'est vendu à 18,17 millions d'exemplaires en tout. Je ne sais pas ce que vous pensez personnellement de Super Mario Land, au niveau de son univers ou au niveau de son gameplay, mais pour moi, ce jeu m'a toujours paru assez étrange. Il m'a d'ailleurs plutôt dérangé. Plus d'ailleurs pour son univers que pour son gameplay, qui quant à lui reste assez classique sur les Super Mario Bros qui étaient sortis auparavant. Et en fait, après quelques recherches, je peux enfin dire pourquoi ça m'avait paru aussi étrange. Tout d'abord, on a affaire à un scénario original, c'est-à-dire qu'on ne retrouve ni Peach, ni Bowser, ni Toad, ni même Luigi. Miyamoto expliquera bien plus tard que ce choix est dû en fait à une différence de puissance graphique entre la NES, qui était la console de l'époque, et la Game Boy, qui les a obligés à prendre une direction artistique différente pour le jeu, et donc à ne pas utiliser des personnages qui existaient déjà pour ne pas les dénaturer. Pour ne pas que Peach soit dénaturé par ce changement de direction artistique, ils ont préféré créer un nouveau personnage qui sera Daisy. L'histoire est assez simple, mais comme je l'ai dit, très différente de celle des autres Super Mario Bros. En fait, il était une fois un monde nommé Sarasaland, avec 4 royaumes. Birabuto, Muda, Easton et Chai. Un jour, un monstre venu de l'espace du nom de Tatanga arriva. Il hypnotisa tous les habitants du royaume pour les contrôler à sa guise et décida de se marier avec la princesse Daisy. Et Mario, bien entendu, va venir à son secours. On retrouve un schéma assez simple en fait qui revient à un ennemi venu d'ailleurs qui va conquérir un royaume et enlever une princesse, mais cette fois l'ennemi est différent, la princesse est différente, le royaume est différent. Donc en plus du scénario, on a aussi quelques autres différences avec Super Mario Bros. Tout d'abord, il n'y a aucune transformation connue des Super Mario Bros qui revient, à part au Petit Mario et Grand Mario. Mais contrairement à des idées reçues, la transformation Mario de feu n'apparaît pas dans cet épisode. C'est une autre transformation qui vient à sa place qui s'appelle Mario Super Ball. Les différences majeures entre ces deux transformations, c'est que Mario de feu pouvait à l'époque, aujourd'hui il peut peut-être en tirer plus, mais à l'époque il pouvait tirer 2 boules de feu maximum à la fois. Mario Super Ball, lui, ne peut tirer qu'une seule balle, une seule Super Ball à la fois. Il faut attendre qu'elle ait disparu pour pouvoir en retirer une autre. Et les boules de feu, de Mario de feu, ont une gravité. C'est-à-dire qu'elles vont rebondir sur le sol en partant en avant, et dès qu'elles vont toucher un mur, elles vont exploser, disparaître. Et bien la Super Ball, à l'inverse, n'a aucune gravité. C'est-à-dire que quand elle va toucher le sol, elle va rebondir en partant en l'air. Quand elle va toucher un mur vers la droite, elle repartira vers la gauche. Et en fait, elle peut rester à l'écran pendant très longtemps, à rebondir un peu partout sur tous les murs. Et un autre avantage, c'est qu'elle peut récupérer les pièces qu'elle trouve sur son passage. C'est pour ça que le level design va exploiter cette capacité bien souvent, en mettant des pièces qui sont impossibles à attraper, car elles sont dans le vide, et il faudra lancer des Super Balls pour pouvoir les attraper. De plus, aucun ennemi de Super Mario Bros refait surface dans ce jeu, sauf la plante piranha. Encore une fois, contrairement aux idées reçues, le Goomba lui-même n'apparaît pas dans ce jeu. Il y a une espèce de champignon qui ressemble au Goomba, qui apparaît dans les premiers niveaux, et qui s'appelle le Goombo. Le manuel du jeu expliquera qu'ils sont en fait des cousins des Goombas, version miniature. Donc tous les ennemis qui ressemblent aux ennemis de Super Mario Bros ne sont en fait que de nouveaux ennemis des contrées de Sarasaland, comme le Koopa Troopa qui devient un Bombshell Koopa. La différence, c'est que quand on lui saute dessus, il se met dans sa carapace et sa carapace finit par exploser 1 ou 2 secondes après.
Mais le plus étrange dans cette histoire, c'est que Super Mario Land a un scénario et des niveaux construits essentiellement autour des théories du complot, avec des extraterrestres, des phénomènes paranormaux. Tout ça trouve sa place dans Super Mario Land. On commence par le premier royaume du jeu, le royaume de Birabuto. Il est évident on observe directement que ce monde est basé sur l'ancienne Égypte. On le voit parce qu'il y a beaucoup de pyramides en arrière-plan, on voit des hiéroglyphes, certains ennemis sont des sphinx, etc. Donc c'est quelque chose qui est peu présent quand même dans la culture populaire aujourd'hui, mais je vous renvoie vers une émission de 1978 par Eric von Däniken qui s'appelle The Case of the Ancient Astronauts et qui parle qui avance des théories pseudo-scientifiques selon lesquelles ce sont les extraterrestres qui ont construit les pyramides qui sont présentes en Égypte. Ces théories ont surtout né des mystères qui entouraient et qui entourent encore un peu aujourd'hui la construction des pyramides, car en réalité construire les pyramides ont été des ouvrages immenses qui ont demandé certainement beaucoup de moyens, beaucoup de ressources, et pendant des années après les découvertes des pyramides, on s'est énormément demandé comment les habitants d'Égypte à cette époque avaient eu les moyens techniques de construire les pyramides. Et c'est pour ça que Eric avance une théorie comme quoi ça aurait été les extraterrestres eux-mêmes qui seraient venus sur Terre et auraient créé les pyramides. Voyons le second monde du jeu, le royaume de Muda. Le nom de ce royaume est assez évocateur, mais il a été raccourci. En fait, Muda, c'est le raccourci de Bermuda. Et Bermuda, c'est l'anglais pour dire triangle des Bermudes. C'est certainement l'exemple le plus connu dans la culture populaire de phénomènes paranormaux. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, en fait, il y a une zone géographique près de la Floride qui est réelle, qui existe vraiment, qui s'appelle le triangle des Bermudes. Et on dénombre dans les 100 dernières années, on suppose que dans les 100 dernières années, 190 navires et 80 avions auraient disparu dans cette zone. En fait, le problème, c'est qu'on ne sait toujours pas expliquer pourquoi il y aurait autant de disparitions dans cette zone, dans ce triangle. On dessine un triangle sur une carte pour voir cette zone. En fait, aujourd'hui, on sait qu'il y a quand même beaucoup de chances que la plupart de ces disparitions soient en réalité des faux, que ce soit des mythes, ou qu'on les ait mal placés sur la carte. Mais en tout cas, s'il y a beaucoup de disparitions de cette zone, c'est vraiment aujourd'hui une coïncidence pour les scientifiques, parce qu'il n'y a aucune explication rationnelle qui pourrait corroborer cela. Et en fait, je vais vous renvoyer encore une fois vers une documentation. En 1977, donc toujours avant la sortie du jeu, même 12 ans avant, Steven Spielberg sort le film Rencontre du troisième type, qui sous-entend que le vol 19, qui a disparu en 1945 dans le triangle des Bermudes, a été en fait enlevé par des extraterrestres. C'est pour ça qu'il y a eu certaines théories pseudo-scientifiques avancées sur ce sujet, en disant que ce sont des extraterrestres qui sont responsables des événements survenus dans les triangles des Bermudes. On pourrait en plus... il y a des éléments dans le jeu qui corroborent cette théorie, car on voit pas mal de soucoupes volantes dans les niveaux de ce monde. Quand on commence dans le premier monde, on sort d'une soucoupe volante, ça sous-entend qu'on sort d'une soucoupe volante, et ensuite dans les niveaux marins, quand on est dans le Marine Pop de Mario, on voit beaucoup de soucoupes dans le décor. Voici le troisième monde, le royaume d'Easton. Easton, encore une fois, son nom nous dit tout, mais pour nous, francophones, on a un peu de mal à comprendre tout de suite. Mais en fait, Easton, c'est inspiré de Easter Island, et Easter Island, c'est l'anglais pour l'île de Pâques. L'île de Pâques est aussi un exemple très connu dans la culture populaire, parce que en fait, c'est une île, encore une fois, une île réelle, dans l'océan Pacifique, qui appartient d'ailleurs au Chili, il me semble, dans lesquels ont été construits, il y a très très longtemps, des statues avec un visage d'humain allongé, qu'on appelle les Moai. Et on a très très longtemps, encore une fois, ignoré comment elles avaient pu être construites, parce qu'elles sont gigantesques, elles font plusieurs mètres de haut, et elles sont super lourdes, et on se demandait comment elles avaient pu être construites, surtout que
on savait qu'à l'endroit où elles sont aujourd'hui, ce n'est pas l'endroit où elles ont été construites. Donc en plus d'avoir été construites, elles ont été déplacées sur plusieurs kilomètres de distance, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Et donc dans tous les cas, quand on ne sait pas expliquer quelque chose, les théoriciens aiment avancer des théories farfelues. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de théories pseudo-scientifiques disant que les extraterrestres ont tout simplement construit les statues des Moai à l'île de Pâques. D'ailleurs, il y a beaucoup de références aux Moai dans le jeu, car dans ce monde, il y a certains ennemis comme les Tokotoko ou les Batabons, ou même le boss, Hiyoyoi, qui sont en fait des statues de Moai. On le voit parce qu'elles ont le gros nez, et elles ont un visage très allongé comme les statues de Moai. Et le dernier monde du jeu, le royaume de Chai, est pour le coup beaucoup moins évident dans ce que j'avance. En fait, là, c'est beaucoup des suppositions de ma part, mais il est déjà clairement montré que le monde est basé sur la Chine ancienne. On le voit parce qu'il y a beaucoup de bambous, il y a aussi des Pyongpi, c'est les ennemis, quand on les écrase, ils se relèvent, et en fait, ils ressemblent à des Jianchi. Les Jianchi sont des sortes de zombies du folklore chinois. En fait, pour moi, ce monde, il s'inspire d'un très ancien nom de la Chine. Pour la petite anecdote, la religion chinoise considérait le ciel comme la plus grande des divinités. En fait, l'empereur était considéré comme le fils du ciel, appelé Tianzi. Ainsi, l'un des noms de la Chine, l'un des anciens noms de la Chine, quand la Chine était encore un empire, c'était Tianchao, qui veut dire l'empire des cieux. Et en fait, ça a beaucoup d'importance dans ce monde, parce que ce monde est très varié par rapport aux autres mondes du jeu, car il propose différents environnements. En fait, je m'explique. Dans le niveau 1, quand on commence le niveau, on voit dans l'arrière-plan des bambous et des pousses de bambou. Simplement des pousses de bambou dans le sol. Mais quand on arrive à la fin du niveau, il faut vraiment avoir l'œil, parce que la plupart des gens ne s'en sont jamais rendus compte, mais en fait, le fond du niveau a changé. Et on ne voit plus aucune pousse de bambou. On voit des sommets de bambou, quelques nuages et des sommets de montagne. Ce qui fait qu'en fait, pendant tout le niveau, on a progressé un peu, on a eu l'impression de faire un niveau tout à l'horizontale, mais en fait on est monté, on a commencé une ascension. Le niveau 2 est aussi très évocateur, parce qu'on commence le niveau avec des nuages et des sommets de montagne, et à un moment on entre dans un espèce de temple. Pour moi ça doit être un espèce de temple des cieux, mais ce ne sont que des suppositions. Et finalement, le niveau 3, il est fait intégralement dans le Sky Pop de Mario. C'est un espèce d'avion. Donc on n'est jamais à pied. Et on commence le niveau dans un ciel plutôt bas, avec beaucoup de nuages. Et à la fin du niveau, on se retrouve à un ciel plus haut, car il y a très peu de nuages et des étoiles. Donc pour moi, c'est clairement à mettre en corrélation avec le nom de la Chine qui est l'Empire des Cieux, parce que finalement, ça a été le royaume de Chai, c'est le monde qui a permis la transition entre le sol et les cieux. Ainsi, Super Mario Land se construit entièrement sur le thème des théories du complot et des mythes. Surtout que le méchant principal, Tatanga, est lui-même un extraterrestre. À ce niveau-là, ce n'est vraiment plus une coïncidence. Donc, en détail, les trois premiers mondes sont réellement issus de théories du complot, de théories sur les extraterrestres, l'ufologie, etc. Mais le dernier monde est assez particulier, parce qu'il s'inspire plutôt de mythes et de légendes réelles, comme Super Mario Bros, le tout premier, était lui-même censé être la transposition de l'histoire Le Voyage vers l'Orient, qui est une légende chinoise très connue, qui a été adaptée et relue de différentes façons, comme par exemple dans Dragon Ball. Dragon Ball est aussi une adaptation du Voyage de l'Orient. Et donc en fait, Miyamoto avait lui-même donné sa vision des mythes chinois, en adaptant Le Voyage vers l'Orient dans Super Mario Bros. Et Gunpei a certainement voulu reprendre la main en adaptant le mythe du Royaume Céleste dans Super Mario Land. Et ce qu'il y a de très intéressant là-dedans, c'est qu'en fait Mario prend lui-même une autre dimension en tant que héros, car il a fait un voyage des cieux vers de la terre vers les cieux, et il est en gros devenu le héros
le héros Céleste en fait. Grâce à cette élévation, il est en gros devenu beaucoup plus important que l'empereur lui-même. Il n'est plus l'enfant des cieux, il est devenu lui-même le héros qui a réussi à monter jusqu'aux cieux. Et c'est une dimension qui a été vraiment oubliée, même, enfin pas forcément oubliée, mais très peu de gens l'ont remarqué en jouant à Super Mario Land, et finalement c'est peut-être ça qui rend le jeu aussi intéressant. Merci à tous d'avoir suivi ce troisième épisode du point Champiculture sur Super Mario Land et les théories du complot. Donc c'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur, donc j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne ou à me suivre sur Twitter. Ça me fait toujours plaisir et c'est ce genre de choses qui m'encourage à continuer. Donc merci beaucoup à tous. Salut.